Olá, pessoal! Hoje são 31 de dezembro, último dia do ano, e está chegando ao fim a nossa primeira sessão, a nossa primeira temporada do Spiral Talking. Está chegando ao fim também esse meu primeiro período de treinamento aqui com o Yuji Oka em Toronto, no Canadá. Durante esses dias a gente gravou alguns episódios, a gente conversou sobre vários temas importantes com pessoas diferentes, a gente falou sobre deficiência, a gente falou sobre dança, a gente falou sobre fluxo, conversamos muito sobre body mind, sobre toque, e eu acredito que essas visões conjuntas, elas vão acrescentar bastante na nossa reflexão em relação a essa pesquisa que está sendo desenvolvida. Eu queria agradecer todo mundo que está nos acompanhando e torcendo para que a gente consiga avançar cada vez mais nessas discussões que são tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa comunidade dentro da universidade, e dizer para vocês que esse é só o comecinho, a gente continua com o Spiral Talkings, a gente está encerrando a primeira temporada com esses 4 episódios, mas a ideia é que a gente continue ouvindo, escutando e aprendendo. Obrigada por todos que nos acompanham. No Spiral Talks de hoje, a gente vai conversar com a Ana Maria Fernandes, que está lá no Brasil e é professora da UFMG, dançarina, com uma grande experiência nos processos de criação em corpos diversos. Vocês vão entender um pouquinho do que é que eu estou falando nessa conversa que ela vai fazer com o Yuji, em que a gente vai focar nas questões da deficiência, no body minding e na dança. Espero que vocês gostem. Meu nome é Ana Maria Fernandes, eu sou artista da dança, trabalho com dança desde que me entendo por gente, e trabalho muito com improvisação. Me interesso muito pelo trabalho de dança com pessoas em situação de deficiência ou com deficiência, depende de onde a gente está para usar essa nomenclatura. Já há muitos anos, morei na França durante 21 anos e foi lá onde eu realmente desenvolvi esse trabalho com pessoas com transtornos mentais e pessoas em situação de deficiência em diversas instituições. Eu também dirijo uma companhia de dança atualmente, que é a companhia Ananda, uma companhia brasileira. Participei e dirigi uma companhia francesa durante 15 anos, que é a companhia Dana, e sou professora do curso de graduação em dança da UFMG. Bonjour Anna, bonjour Yuji. Merci beaucoup pour être là, pour parler avec nous ici au Spiral Talks aujourd'hui en français. Alors, Anna, vous avez commencé à parler sur la nomenclature et ça, c'est-à-dire qu'on a des différences entre les noms. Pour le Brésil, Canada, en France, on parle différemment sur les gens qui ont qui sont handicapés ou déficiences. Et c'est ça la première question. Qu'est-ce qui se cache derrière les noms, à ton avis? Je crois que toutes les nomenclatures, elles ont un temps d'usage. Et ce temps d'usage, il correspond à une pensée collective autour de la différence, de ce qui nous est différent d'une grande majorité des personnes. Et cette façon d'appréhender la différence, elle change au fur et à mesure du temps. Non pas que plusieurs façons de penser la différence coexistent dans un même temps, espace-temps, mais il y a quand même une évolution d'une façon de penser la différence. Et donc, ces nomenclatures, elles avancent avec ça. Donc, au Brésil, on a passé par différentes nomenclatures. Il y a eu porteur du handicap, il y a eu que handicapé, porteur de handicap. Aujourd'hui, on parle de personnes avec un handicap, des besoins spéciaux. Et en France, depuis les années 2013, si je ne me trompe pas, et surtout 2015, il y a cette nouvelle nomenclature qui a été mise en place, qui on dit en situation de handicap. Il me semble qu'au Canada aussi, elle est utilisée. Et je pense que c'est une nomenclature très intéressante
parce qu'elle met la situation en premier plan. C'est-à-dire qu'une personne qui est aveugle et qui va regarder un film, et ce film-là, il a une audio-description, elle n'est pas en situation de handicap lorsqu'elle voit ce film. Mais par contre, s'il n'y a pas d'audio-description, elle sera en situation de handicap. Si une personne, pour aller au cinéma, il y a des escaliers, il n'y a pas une rampe, elle est en fauteuil roulant, elle sera en situation de handicap s'il n'y a pas cette rampe. Mais si elle a une accessibilité, elle ne sera pas en situation de handicap. Donc, du coup, l'endroit de la situation nous met tous à un endroit que je pense qui est très important, qu'un endroit de acteur et de responsable à notre mesure, évidemment. Mais comment on peut, chacun d'entre nous, être responsable pour ne pas rendre une situation handicapante? Ah ouais, super. Et tu sais, Yuji, comme c'est ça au Canada? C'est encore quelque chose qui est que tous les gens discutent. Mais pour moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste. Je ne sais pas parce que pour moi, je pense que c'est premièrement une question pour la public, pour comprendre comment apprendre les vies des personnes qui ont des disabilités. Pour moi, la situation de les mots, ce n'est pas si important quand je travaille avec les enfants. C'est une communication entre les corps et je veux communiquer ça. C'est le plus important de changer la perspective par les mots au corps. D'accord. Oui, oui. Ouais. C'est une question politique pour nous au Brésil aussi. Oui. C'est pour ça que j'ai mis cette question-là, parce que ce qu'on a dit, c'est vraiment intéressant, parce que j'étais en train de penser qu'il réfléchit que dans ces contextes-là, nous-mêmes, nous pouvons être dans une situation d'handicapé. Tu es d'accord avec ça? Oui, et puis nous, on peut vivre cette situation de handicap dans différents moments de notre vie, mais c'est aussi important de ne pas enlever la caractéristique spécifique des personnes qui ont des besoins, et donc ne pas enlever cette importance, parce que du coup, ça peut aussi dire que tout le monde est en situation de handicap, donc on n'a pas besoin de faire grand-chose, parce que tout le monde est en situation de handicap, on peut tous vivre dans une situation de handicap. Non, c'est de regarder avec beaucoup de respect des personnes qui ont une expérience de vie spécifique et qui ont vraiment besoin des choses, des outils, des services, toutes les formes d'accessibilité possibles, de rendre ça vraiment là à portée de main de ces personnes, et en même temps de notre part, nous responsabiliser de ça. Oui, et je comprends bien ce que tu as dit aussi, Yuji, parce que tu es en train de parler sur la question dans son travail. Et là, il fait pas la différence pour toi, parce que tu vas recevoir les personnes, tu vas faire ton travail, il fait pas la différence, comment on va dire ça. Je fais toujours des erreurs comme ça. Avec les familles et quand je parle. Donc, pour moi, c'est toujours difficile parce que, encore, les mots ne sont pas ma spécialité. Mais, et je comprends, c'est très important, c'est très, très important. Mais pour moi, encore, c'est toujours le corps et l'intention de quoi on va faire avec les enfants. Et, donc, je suis spécialiste de comment dire les choses aux enfants. Très simple, sans mots, et si on utilise les mots, très simple.
et très connecté avec le corps. Ouais, je comprends bien. Alors, on peut parler aussi de la conception de l'espace. J'ai lu ton livre que vous avez lancé récemment. Et là, vous discutez beaucoup cette question-là avec des auteurs et tout cela. Et je comprends bien que pour Ryuji, c'est une question aussi parce que il est toujours en train de travailler avec des enfants et de comprendre cette question, comment est-ce que cette question, l'environnement va faire différence et être concebu, je peux dire comme ça, conçu, ouais, dans votre travail, c'est ça. Alors, dans ce livre-là, qui s'appelle Théâtre poétique en danse et autisme, je traite de l'espace sur surtout 3 dimensions. C'est l'espace personnel, qu'on peut parler aussi de cette kinésphère psychologique, c'est cette sensation de territoire, son propre territoire. Donc, cet espace-là qui nous enveloppe et qui nous protège et qui est de différentes dimensions. Et ces dimensions-là, elles changent en fonction de nos ressentis, de nos sensations de sécurité ou d'insécurité, de menace, de confort, de plaisir. Et donc, cette chose-là, elle est complètement... elle bouge, quoi. Elle n'est absolument pas figée. Et puis après, je parle de l'espace relationnel. Et cet espace-là, quand on est en relation d'un duo, et quelque chose qui, du coup, comme si c'était une petite bulle qui n'est plus une petite bulle, ça devient un grand cercle. Et cet espace-là qu'on partage et qu'on transforme ensemble. Et je trouve que la danse contact, par exemple, la danse à 2, elle est vraiment dans cet espace, dans cet endroit-là. Et puis, je parle de la dimension d'un espace, de l'espace commun, qui c'est l'environnement, qui est quelque chose à la fois palpable, concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dans l'environnement pour donner une certaine texture de l'espace. Donc, c'est comment on aménage un endroit, comment on le rend cocon, comment on le rend accueillant, comment on rentre dans un espace et on se sent tout de suite bien dans cet espace-là. Donc, comment prendre soin de cet espace, donc concrètement, donc je sais pas, c'est le tapis, c'est le coussin, c'est des tissus, c'est l'air, c'est l'odeur, donc quelque chose là. Et puis, une autre dimension, que cette dimension énergétique de l'espace qui est extrêmement importante. Et il y a un livre, je fais référence dans mon livre, un passage de Peter Brook, où il dit qu'il y a un musicien qui arrive dans un hôpital psychiatrique avec lui pour jouer, un batteur, je ne sais pas quoi, je ne me souviens pas. Et puis lui, il joue de la même façon qu'il avait joué dans un autre contexte. Et que du coup, ça rend cet espace-là, mais vraiment pas bien du tout. Il y a une tension qui se crée parce qu'il n'y a pas une écoute du besoin de cet espace-là. Il y a Merleau-Ponty aussi qui dit ça, que quand tu jettes une rage dans une salle, tu cries, tu hurles. Si j'écris ici envers Graziella, je dis Graziella, je lance quelque chose envers Graziella. C'est pas que Graziella qui va recevoir, c'est tout l'environnement. Donc du coup, comment prendre soin de ces énergies, de cette dynamique, de cette texture, aussi bien donc concret que abstraite, quoi. Oui, et par toi, Yuji, c'est quoi l'importance de l'espace? Dans mon travail, c'est comme Anne-Marie, il y a beaucoup de dimensions et j'aime ce
qu'elle dit. Je veux concentrer sur 3 espaces. C'est très important pour la danse et pour le corps. Alors, le corps, not pour le corps, mais pour la personne soi-même. C'est l'espace comme espace, le temps et l'énergie. Et c'est dans la question de body-mind, c'est très important le concept que ces espaces ont une qualité d'infinité. D'accord. Quand un enfant sent son corps, n'importe quelle personne, il y a une sensation d'infinité qui est très importante pour dire que les choses sont en équilibre. Et donc, le temps, l'espace, c'est connecté avec le corps. Le temps, c'est connecté avec l'espace mental. Et l'énergie, comme Anna-Marie dit, c'est connecté de l'esprit. Et pour tous ces espaces, c'est important de apprendre comment voir ces espaces avec la perspective d'infinité. Quand les espaces sont coupés, limités, il y a une sensation de difficulté, une difficulté. Et pour les enfants avec les disabilités, c'est important de voir son corps grand, ouvert. C'est là qu'on peut parler sur les flots, peut-être, dans l'infinitude d'être un corps. Oui, mais je suis en accord avec Anna-Marie et tout l'espace qu'elle parle avec les personnes, l'environ, ça doit tout, on doit trouver l'espace d'infinité dans ces espaces, tous les espaces. D'accord. Oui, et je pense, Yuji, Yes. quand tu dis l'infini dans l'espace, je crois que du coup, il y a quelque chose quand vraiment tu as cette sensation que tu appartiens à l'espace. Et du coup, tu fais corps avec l'espace. Il y a plus mon corps et l'espace, c'est qu'une seule chose. Et donc, il y a une dimension d'infini. Parce qu'on appartient, c'est une seule chose. Exact. Et il n'y a pas de limite et des choses qui... oui, le flux, quand l'espace est infini, il y a l'afflux devient importante et c'est possible à faire des communications entre les gens qui est différente que entre les personnes séparées et avec des différents rôles. Ouais. Alors, on va parler aussi de contexte de la danse parce qu'on est tous danseuses ici. C'est important aussi de parler sur ça. Et je voudrais savoir les rôles de la danse pour les gens plus âgés et aussi pour les gens qui ont des besoins spéciaux. Des personnes plus âgées et des besoins spéciaux. Ouais. Bon, je pense que la danse, pour moi, est un cadeau précieux de la vie. Et je crois que la danse, c'est la vie. C'est un souffle de vie. Mais c'est pas la danse en soi, ça dépend de quelle danse on fait. Et je trouve que c'est important de dire ça parce que parfois j'ai l'impression qu'on met un turban rose, on fait un lacet rose et on dit la danse, il y a quelque chose de très romantique, tout est magnifique dans la danse. La danse, elle est géniale pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes
âgées. La danse, oui et non, ça dépend de quelle danse, ça dépend de la personne qui travaille, comment on travaille cette danse-là. Parce que j'ai déjà vu des personnes torturées par la danse, torturées par une façon d'apprendre la danse, une façon de danser. Donc, du coup, quelle danse d'abord, quelle danse est celle-là? Je pense que la danse à l'endroit de l'individu, avec l'attention de l'individu qui regarde la potentialité de la personne et non pas le limite de la personne, qui est à l'écoute du chemin que la personne elle fait, qui chemine avec elle. Cette danse-là, je trouve que c'est la vie. Ça donne de la vie. C'est un souffle de vie. C'est un endroit de communication, d'expression, de relation, encore une fois, ouais, de vie. J'ai déjà vu et expérimenté des moments, mais vraiment de grâce, avec des personnes qui bougent que les bouts de doigts, des personnes qui se mordent et qui se frappent la tête contre le mur, enfin, des moments vraiment d'une beauté et je dis comme si on était en apnée, quoi. C'est une suspension du temps, un temps suspendu par quelque chose qui est là, d'une beauté, mais vraiment magnifique. Mais voilà, quelle danse elle est là. Je trouve que c'est vraiment, ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement précieux qui peut donner un lieu de vie, un endroit de vie à des personnes, qui peut les connecter à d'autres personnes, qui peut les connecter à la vie. Mais encore une fois, tout dépend de quelle façon on le fait. Et pour toi, Yuji, quel est le rôle de la danse? Vous avez travaillé avec les gens plus âgés aussi? Oui. Et c'est comme Anna-Marie dit, je pense que c'est important de dire encore c'est la danse naturelle qu'on parle. Ce n'est pas le ballet, le tango, mais la danse qui représente l'esprit des personnes en mouvement. Et je pense que pour beaucoup de personnes, même que c'est naturel, il y a des personnes qui ont perdu leur sens de la danse. Et pour les personnes âgées et les enfants avec des disabilités, plusieurs des fois, c'est magique. C'est une chose que ils ne savent pas. Et ils ont perdu peut-être un peu, non pas... par exemple, j'avais travaillé avec deux personnes plus âgées et quand j'avais bougé le corps avec mes mains, pas pour faire des... performance. Oui, c'est juste pour la danse. Ouais. Ils avaient des mémoires de l'enfance. Boum. Magique. Et ils m'ont dit que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi? Et j'ai dit, c'est la danse. Et ils ont dit, ils n'ont pas pensé à ça. Et les enfants aussi, tu sais, Hélène. Ouais. Oui. Elle aime la danse et tout. Et il manque la danse dans sa vie avec la thérapie. Ce n'est pas là. Ouais. Cette dimension de bouger, de mouvement, ce n'est pas là. Ouais. C'est complètement là, pas là. Et c'est la plus importante chose qu'elle veut. Ouais. C'est peut-être la façon même de se connecter à la vie. Comme on a dit que c'est la vie, c'est la danse, c'est les mouvements de la vie. Hein? C'est les façons que les gens qui ont passé peut-être la facilité de se connecter avec l'espace, avec les temps, avec elles-mêmes. C'est peut-être que la danse facilite ça.
C'est un moment de découverte. C'est mon avis, à mon avis. Ouais, il y a quelque chose de la poétique de la vie, je dirais. Ouais, c'est vrai. Et encore, je pense que c'est encore connecté avec le flux. Le flux. Toujours Oui. le flux. Oui. Le flux, le mouvement naturel dans la vie. Ouais. Et là, on arrive dans la question du toucher, parce que je vois bien que c'est important dans le travail des yogis, que j'ai vu beaucoup de fois qu'il a ces touchés sensibles. Et Anna, elle a parlé aussi de ces touchés dans les livres. Alors, je voudrais entendre qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que j'entends par le toucher sensible? Ouais. Je pense que le toucher sensible, c'est déjà un toucher qui nous engage. C'est pas un toucher dans lequel je suis à l'extérieur de la chose. Si je touche une personne, si je pose son bras, je déplace son bras d'ici à ici, tout simplement, ça n'est pas un toucher sensible. Mais quand je m'engage dans ce toucher, c'est le toucher touchant, la phénoménologie. Si je touche et avec cette implication de moi-même dans ce toucher-là, je crois que là, il y a quelque chose qui se passe et du coup, je suis aussi transformée par ce toucher. Je suis engagée, je le sens, je partage quelque chose, je m'implique. Et du coup, et un toucher qui n'a pas un point déterminé à la fin, la plupart du temps, parce qu'il est à l'écoute, ce toucher sensible, il écoute, il parle moins, il écoute plus, il est réceptif. Il est réceptif. Et du coup, il n'est pas plus que de penser à un point final où arriver, il est engagé dans la trajectoire. Et du coup, il peut bouger le chemin, cette trajectoire, en fonction de ce qu'il reçoit, en fonction de ce qui se passe entre ces deux personnes-là. Yuji, on a déjà parlé sur les touchés, mais je voudrais entendre autre fois. Je pense que on parle pas beaucoup avec certains concepts comme la danse ou le flou. Et je pense aussi à l'esprit. Et l'esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas parler, mais on peut faire dans une façon concrète avec l'action, avec manifestation corporelle. Et la touche sensible, c'est une manifestation de l'esprit, je pense, concrète et vraiment dans la terre, dans la vie humaine, c'est une qualité, une possibilité de communiquer avec l'esprit dans un procès concret. Oui, c'est très, très, très important pour vraiment communiquer avec l'enfant ou n'importe quelle personne. Et je pense que c'est très intime et très... comment on dit? Beautiful. Bonito. Beau. C'est beau. D'accord. Anna, je sais aussi que dans le contexte de la création artistique, tu travailles avec la compagnie Ananda au Brésil. Et tu as dit qu'il y a eu une autre compagnie en France. Et là, je voudrais savoir un peu de
cette expérience de travailler la création artistique avec les corps divers? Alors, je crois que je voudrais commencer par parler de la première vraiment création que je pense qui m'a énormément touchée avec une personne en situation de handicap intellectuel sévère. Il avait Down, mais il y avait un handicap intellectuel sévère. Il parlait quelques mots, disait oui, non, et encore quelques petits mots. Jean-Jacques Cousin, avec qui je dansais pendant 10 ans. Et un duo d'improvisation, de danse contact d'improvisation, qui m'a énormément touchée. Et ensuite, en France, j'ai fait d'autres choses avec des personnes plutôt dans le milieu de la santé mentale. Et puis au Brésil, du coup, dans la compagnie en Inde, on a la présence de Oscar, qui est un danseur et comédien aveugle, et Nathalie, qui est une danseuse en fauteuil roulant. Moi, je pense que ce travail artistique avec, comment tu as appelé, des corps divers, je pense que pour moi, c'est d'une richesse énorme, vraiment, parce que ça nous amène à d'autres endroits de la création. Moi, j'aime parler de l'esthétique de la différence. Et c'est une thématique que j'aimerais bien étudier pour mon postdoc, l'esthétique de la différence. Parce que je pense que la différence, quand on ne fait pas le contour de la différence en essayant d'adapter quelque chose, mais quand on prend la différence vraiment à l'intérieur même de la création, j'ai l'impression qu'il nous donne la possibilité de créer d'autres esthétiques et qui me semblent qui sont extrêmement riches pour l'art, quoi, pour faire bouger aussi nos codes esthétiques dans l'art. D'accord. Yuji, je ne sais pas si tu travailles maintenant avec la création artistique, mais je sais que tu travailles avec les danseuses qui viennent ici pour la préparation corporelle, les choses comme ça. Qu'est-ce que tu as à dire? Quand j'étais plus jeune, j'avais une compagnie de danse. Ah oui. Et j'étais dans l'école pour les enfants avec les disabilités et j'ai voulu faire des danses. Et quand j'avais commencé, j'ai trouvé que les enfants ne sont pas prêts pour faire les choses. C'était très... ils sont très nerveux il peut s'arrêter et ne dire rien. Donc, il faut que je commence à l'origine. Et pendant 7 mois, j'avais fait des choses et au bout de les 7 mois, on a fait une performance. Il y avait une trentaine ou quarantaine des enfants qui faisaient ça. Et je l'ai dit, c'est juste comme les classes. Faire juste comme tu fais. Et il y avait plus qu'une centaine de personnes qui viennent et les enfants ont fait amazing. Ils n'étaient pas anxieuses. Non. Mais ils ont besoin de trouver l'expérience avec l'école. Oui. C'est l'esprit toujours, qui nous move. Alors, j'ai une question, je sais que ce n'est pas simple de répondre, mais voilà, on est là pour réfléchir. Qu'avez-vous appris en travaillant avec les gens handicapés? Moi, je crois que j'ai appris déjà la danse, à danser,
Tu savais pas avant? Tu Moi, étais danseuse. Oui, mais je crois que j'ai appris quelque chose que la danse ne m'avait pas, que les cours de danse ne m'avaient pas appris. Ah, je comprends. J'ai appris autre chose de la danse. Et des fois, je dis que c'est comme s'il y avait une serviette mouillée et qu'on tord, on tord, on tord, on tord, on tord. Et comme si ce travail-là m'amenait à quelque chose de l'essentiel. On enlève ce qui n'est pas essentiel. Il y a quelque chose d'une essence de la vie qui me touche en la danse. Mais ce n'est pas de la danse dans l'absolu. Je ne vais pas dire que je sais ce que c'est la danse. Mais ce qui me touche dans la danse, ce qui est la danse pour moi, je crois que j'ai appris avec ces personnes-là. Vraiment. Et du coup, c'est un travail qui n'est pas limité à des personnes en situation de handicap. Il y a quelque chose que j'ai appris avec elles, que j'amène dans ma façon de danser, dans ma façon d'enseigner la danse, dans ma façon d'être. Ça l'est partout. Enfin, c'est pas une expérience qui reste à l'intérieur de 4 murs et que quand je sors, elle reste là. Non, elle fait partie de moi. Et je crois que j'ai appris et j'apprends à être une personne moins stupide. et apprendre à être un être humain un peu mieux, quoi. Et c'est un travail d'une vie. Ouais. Mais je crois que cette expérience m'amène à ça. Ouais, super, super. Pour moi, il y a 2 choses très importantes pour moi. C'est connecté avec mon travail Body Mind. Et la première chose, c'est que quand j'ai commencé avec faire les expériences Body Mind, c'était dans le contexte de la danse et pour moi-même. Et je pensais que c'était quelque chose pour moi-même et c'était très important, mais je n'ai pas complètement compris la significance sociale. Mm-hmm. Et les enfants, quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai trouvé que c'est important pour la société. Mm-hmm. Et c'était vraiment quelque chose qui a ouvert mes yeux. Et de penser à quelque chose. Donc, j'arrête mon compagnie de danse. Parce que j'ai pensé que le travail, c'était plus important que le travail dans le théâtre. C'était comme Anne-Marie, pour moi, le théâtre, c'était 4 murs. Mm-hmm. Mais avec la vie des enfants, c'était toujours. Et l'autre chose est que les enfants, pour moi, pour le travail Body Mind, ils sont vraiment comme les lumières pures. Les étoiles. Je peux faire des bouts et c'est complètement honnête. Complètement. Je peux, quand il fait, il répond et tout qu'elle fait, c'est pur, c'est honnête. Donc pour moi, c'était très important de travailler avec eux, premièrement, et après les adultes. Parce que pour les enfants, je peux faire des choses et je peux voir complètement si ça marche ou si ça ne marche pas. D'accord. Et maintenant, vous allez mettre les questions aux autres sur n'importe quoi. C'est qui va commencer? J'ai une question. Ah, tu as une question? Je suis... c'est éclatant que quand j'écoute tes mots, il y a beaucoup de places communes.
et j'aime comment tu dis des choses. Et je veux savoir les personnes qui ont influencé toi-même. Mon travail. Mais je peux dire pareil, hein, Yuge. Quand je te vois travailler, le premier vidéo que Graziella m'a envoyé, je dis, j'ai une grande, je sens une grande affinité avec ton travail aussi, énormément. Alors les personnes je suis une bonne mineira à Minas Gerais. On fait des mexidos. Je ne sais pas si Graziella t'a fait ce plat-là. Non, les mexidos, pas du tout. c'est tous les restes. Tu vois, tu as un petit reste de riz, tu as un petit reste d'haricots, tu as un petit reste de tomates, tu as un petit reste des œufs. Là, tu mélanges tout ça et tu fais un mexido. Et je suis une typique mineira. J'ai fait des mexidos. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont touchée. Et l'une d'entre elles, elle s'appelle Chantal Sergent. C'est une Française. Et je crois que plus que le mouvement ou une manière d'apprendre, elle m'a ouvert les yeux ou les portes sur une façon d'appréhender la danse, de m'approprier de la danse. Au départ, je pensais, est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est de la danse-thérapie? Et puis après, j'ai vu, non, ce que je fais, c'est de la danse. Je peux danser avec ces personnes et c'est de la danse. Et j'ai énormément appris avec cette personne-là, qui a un rapport à la différence, un rapport à l'amour, à l'autre, du respect, de l'amour, qui est tellement beau. C'est une personne merveilleuse. Donc, ma grande maître, Chantal Sergent. Et après, dans la danse, c'est l'haricot, le riz, les tomates. C'est un peu de danse contact. C'est beaucoup d'improvisation. Et je pense qu'il y a quelque chose dans ma façon de danser, qui est quelque chose d'une palpitation de vie que je dirais que est un peu brésilienne, quoi. Je crois que j'amène quelque chose du Brésil dans ma danse, pas la samba, mais qui est juste un endroit de cette source de vie que je sens qu'il y a beaucoup au Brésil. Et je crois que ça. Et je voudrais te poser une question, Yuji. Ok. Alors, ton plus grand défi, qu'est-ce qui était pour toi le plus grand défi dans ce travail? C'est difficile de répondre à ça parce que mon attitude est l'une des défis. C'est pas un mot que je ne pense pas à défi. Je pense à la vie et la vie comme un procès. Et il y a des moments que tu ne peux pas faire ce que tu veux faire, ou il y a peut-être comme le Covid et des choses qui présentent une grande difficulté. Mais toujours, j'essaie de trouver les réponses, réponses. Et je pense que c'est très important de ne pas voir les vies de les personnes avec les disabilités comme il peut avoir un défi. C'est juste la vie et la mort, et on doit trouver un équilibre de savoir comment on peut trouver la joie de la vivre toujours, et accepter les choses qui sont difficiles. Il y a des difficultés, of course, mais le défi, ce n'est pas nécessaire. So, je peux te poser une deuxième question, oui. Yuji, je peux. Oui. Alors, quelle est la place du silence dans ton travail? Oh, ok, yeah.
partout. C'est toujours quand je travaille avec les enfants et Gaziel, tu peux voir, il y a un espace qu'on doit donner beaucoup de mots et des encouragements pour dire, oh, comment tu peux faire. Mais après cette chose, et il y a une, comment dire, trust. Confiance. Il y a confiance entre moi et l'enfant. Ces mots ne sont pas nécessaires et le silence est très, très précieux. Je trouve que ça, c'est l'endroit que je suis le plus confortable et je pense aussi l'enfant. Donc, nous ne parlons pas beaucoup quand le fleur est là. Après ça, c'est juste la danse. Très bien. Super. Je sens, Yuge, que du peu que j'ai vu dans ton travail, il y a le silence des mots, mais il y a aussi le silence aussi dans le agir. Parce que je pense que tu écoutes beaucoup. Et du coup, il y a quelque chose en toi qui est apaisé pour donner la place au dire de l'autre. Oui, je pense nous, comme les danseurs, tout a ce sens-là de danser et de trouver le flux entre nous-mêmes. Ouais, oui. ouais. Écouter l'autre, c'est important, écouter. Ouais. This is why I'm so excited about Brazil. I'm going to say English. I'm very excited because I do think, like Anna Marie says, there's a certain dancing quality to the Brazilian spirit. It's the way of communicating. That's very important. You have to go there again and stay more time and then and stay for forever. Yeah. Merci beaucoup pour l'interview. C'est ça notre Sparrow Talks en français. Je pense qu'on a bien compris. Je pense qu'on a bien compris. Même quand c'est des filles de parler en français, on a l'esprit de la danse et on le fait bien, je crois. Merci. C'était parfait. Merci beaucoup. Hey, merci Anna. beaucoup. So nice to Merci. be. Yes. Beijinhos. Bisous.